Third World's Fair of 1939 opens in Europe. King Leopold brings his 3 motherless children to inaugurate the International Water Fair at Liège. Princess Josephine, Crown Prince Baudouin, and the little 4-year-old Prince of Liège, who takes part in a charming human ceremony. The king announces that the baby prince will declare the fair open. Et maintenant, c'est mon fils Albert, votre prince de Liège, qui va proclamer l'ouverture de l'exposition. A little shyly, a little hesitant, but firmly, the baby prince speaks into the microphone. Je déclare ouverte l'exposition de l'eau. Le 20 mai 1939, le prince Albert, alors âgé de 5 ans, déclare officiellement l'ouverture de l'exposition internationale de l'eau de Liège. Cette manifestation prend place dans un contexte politique international d'avant-guerre qui aura des répercussions sur les participants à l'exposition. Les pays présents utilisent cette occasion pour montrer leur puissance et leur ambition, comme la France et l'Allemagne, qui se font face chacun sur une rive de la Meuse. À une autre échelle, l'exposition de l'eau devait aussi servir à montrer l'importance de la ville de Liège et relancer l'économie du pays dans une période de crise. Située de part et d'autre de la Meuse, elle célèbre la fin des travaux du canal Albert, qui relie Liège à Anvers après 9 années de travail. L'eau est alors au centre de l'événement. Les sports nautiques seront mis à l'honneur avec la programmation de plus de 300 compétitions. Des jets d'eau de 100 mètres, ce qui représente une prouesse technique pour l'époque, seront installés. En 3 mois, ce sont plus d'1 million de visiteurs qui vont découvrir le fleuve et l'exposition. Celle-ci verra sa fin arriver prématurément avec le début de la guerre. En 1937, Georges Truffaut, échevin liégeois et homme politique à l'origine de l'exposition de l'eau, va faire appel au groupe L'Équerre, un jeune groupe d'architectes liégeois, qui deviendra l'outil de diffusion du mouvement moderne à Liège pour participer à la réflexion sur l'aménagement du site. En parallèle, ils vont être consultés dans l'ensemble de la politique urbanistique de la commune. Par l'intermédiaire de Yvon Falise, architecte et directeur de la revue L'Équerre, ils vont penser l'exposition comme une ville dans la ville. L'idée directrice était de permettre de tout voir avec un minimum de fatigue et de pouvoir réutiliser la majorité des éléments utilisés pour la construction. Ils vont utiliser les règles du SIAM, air, espace, lumière, verdure. Responsable du plan d'aménagement de l'exposition, Falise souhaite soumettre son travail à Le Corbusier, voire même l'inviter à réaliser un pavillon. En mai 1937, il contacte donc Huib Host, architecte et urbaniste belge, qui est un des membres fondateurs des congrès internationaux d'architecture moderne, pour lui servir d'intermédiaire. Yvon Falise cherche de cette façon un soutien solide face à un comité qui ne partage pas ses conceptions architecturales. Le Corbusier et Yvon Falise vont donc penser à un plan d'aménagement constitué de 2 grandes esplanades surélevées et situées chacune sur une rive de la Meuse. On y accédait par 2 grandes rampes reliées entre elles par un pont. Au travers de cette idée, ils vont spécifier chaque rive avec au nord un ensemble de pavillons comme dans toutes les expositions, abritant entre autres un musée de la connaissance et le palais de la ville. Au sud, le projet de Le Corbusier, le palais de l'eau. Ce projet est constitué de 2 espaces. D'une part, une esplanade surélevée depuis laquelle une rampe rejoint la Meuse et une seconde mène vers la ville. D'autre part, un grand espace couvert d'un toit ondulant dont le dessin permet d'obtenir d'abondantes sources de lumière. En contrebas de l'esplanade se trouve un lac d'où part un chemin d'eau qui permet de circuler en barque au travers de l'exposition. Un parcours, décollé du sol et auquel on accède depuis l'esplanade, peut être sinueux ou droit suivant les esquisses. Il permet de voir l'exposition en contrebas, ainsi que la Meuse et le paysage des terrils par-dessus les berges. Pour ne pas disperser et morceler l'exposition dans différents pavillons, il imagine une nef infinie qui repose sur de rares poteaux. Il y a ici une très forte influence du pavillon des temps nouveaux que Le Corbusier venait de terminer pour l'exposition internationale des arts et techniques à Paris, et à l'intérieur duquel il a mis en place une présentation des propositions urbanistiques des SIAM. Destiné à être démonté et transporté dans d'autres villes après la clôture de l'exposition, ce pavillon des temps nouveaux se présente sous la forme d'une tente, dont la structure, laissée apparente, se compose essentiellement de pylônes en treillis,
incliné de 10 degrés par rapport à la verticale et haubané en 3 points. Pour le palais de l'eau, Le Corbusier utilise à nouveau ces pylônes, articulés à leur base ainsi qu'au sommet, qu'il va placer à chaque angle des unités de toiture. La couverture est suspendue par des câbles reliant les pylônes entre eux, et l'ensemble est contreventé par des haubans. Le Corbusier dispose ses modules en un maillage en damier de 9 modules par 7, auquel il retire un angle de 5 modules par 3. Ces 48 unités sont donc disposées en L, de façon à ne pas recouvrir le lac ainsi que l'accès au parcours. Cette nef infinie imaginée par Le Corbusier est un bâtiment à croissance illimitée dont le plan est constitué d'un quadrillage, contrairement à son musée à croissance illimitée, qui suit une croissance plus organique en spirale. En 1964, Le Corbusier va réunir ces deux modèles de croissance illimitée dans le projet de l'hôpital de Venise. Il est ici dans le modèle des pavillons des expositions universelles du XIXe siècle, en fer et en verre, créés à partir de structures métalliques de grande dimension, comme le Crystal Palace de Joseph Paxton, qui couvrait les grands arbres de Hyde Park à Londres. Il cherche ici à recréer un fragment de nature à l'intérieur de son palais de l'eau. Pour Le Corbusier, c'est ainsi que l'on crée des lieux d'exposition qui sont à la fois favorables à la visibilité et à la circulation, tout en provoquant une émotion architecturale. En octobre, un projet concurrent plus classique et monumental est présenté, alors que l'aménagement général de Falise est toujours très flou, suite à ses désaccords avec le comité. Il doit alors faire des concessions, et Le Corbusier, ne faisant pas l'unanimité au sein du comité, se verra limité à la consultation des plans. Yvon Falise, lui, envisage toujours une collaboration plus ambitieuse. Malgré l'opposition du comité, il va relancer Le Corbusier suite à la visite du commissaire général français, qui vient de choisir l'emplacement du pavillon de la France. Le système constructif de la nef, pensé par Le Corbusier, pourrait être mis en place à une échelle plus modeste. Le Corbusier réduit son projet à 6 unités. Dans cette coupe, qui constitue la seconde version du projet, nous pouvons voir qu'il propose de parcourir l'exposition à bord de petites barques. Cela suppose qu'il y a encore un parcours de l'eau dans cette version, tout comme dans la précédente, même s'il n'existe pas d'autres documents de cette version du projet pour le vérifier. En changeant les dimensions de son projet, Le Corbusier va aussi modifier sa structure. Ce nouveau module structurel est appelé le mécanisme par Le Corbusier. Finalement, une troisième version du projet de Le Corbusier, constituée de 4 modules, est appelée le pavillon de la France. On retrouve ici le mécanisme de la version précédente. Le parcours de l'eau est abandonné et remplacé par des bassins. Le terrain est réduit à une zone rectangulaire, beaucoup plus limitée que dans la première version. 2 chemins parallèles mènent à 2 places situées de part et d'autre du pavillon. 4 murs ferment les angles de l'espace couvert d'exposition et suggèrent par leur position un mouvement de rotation que l'on retrouve aussi en toiture. De ces places, 2 rampes donnent accès à une plateforme centrale qui domine l'exposition et offre une vue panoramique sur la Meuse, mais aussi le paysage d'Étéril. De là, 2 autres rampes plus petites permettent d'accéder à l'exposition qui prend place au rez-de-chaussée. Une résille de câbles en façade forme une limite perméable entre l'intérieur et l'extérieur. La structure est composée de pylônes en treillis de 15 mètres de hauteur qui sont situés au centre des côtés. Ils sont minces à leur base et plus larges et parfaitement encastrés dans des poutres en partie haute. Les poutres horizontales en treillis, de section variable, sont hautes en partie centrale et plus étroites aux extrémités. La toiture répartit les efforts sur 4 supports minces non encastrés au pied. L'ensemble étant instable, il ne résiste pas aux forces latérales. Ainsi, une dissymétrie de charge sur la toiture, soit par la charge verticale, soit par le vent, entraîne un mouvement de rotation du poteau par rapport à son pied. C'est pourquoi un contreventement parallèle à l'ensemble pylône-poutre est nécessaire. Le Corbusier utilise pour cela une résille de câbles en façade qui sont opposés à la charge dissymétrique et doivent équilibrer le moment. Pour s'opposer à cette rotation, le mieux est que la force soit sensiblement perpendiculaire au rayon, donc ça donne des câbles inclinés. Ils sont plus faciles à mettre en action que des câbles verticaux qui auraient un déplacement horizontal avant de se mettre en tension. Ici,
le câble incliné s'oppose immédiatement au mouvement. L'ensemble est donc contreventé pour éviter un mouvement de rotation, mais il peut encore basculer d'avant en arrière. Cela nécessite un contreventement perpendiculairement à l'ensemble pylône-poutre qui se fait par les deux portiques que constituent les autres poteaux à chaque extrémité. Les éléments de couverture sont constitués de paraboloïdes hyperboliques. Un paraboloïde hyperbolique est une surface réglée générée par la torsion d'une surface plane. Le dessin de toiture de Le Corbusier est obtenu en coupant la surface de départ. La double courbure du paraboloïde hyperbolique assure des sections concaves qui résistent à la compression dans un sens, tout en générant en même temps des sections convexes dans la direction perpendiculaire. Le Corbusier va utiliser cette double courbure pour faire entrer la lumière dans son pavillon. Lors de la répétition des éléments de toiture, il va aussi réaliser une rotation à 90 degrés, ce qui permet d'alterner la position haute et basse de l'accrochage pour obtenir des parties ouvertes entre deux toitures de surface égale à la poutre de la structure. Si dans cette version les surfaces libres des façades assurent à elles seules un éclairage supérieur à celui de la toiture, lorsque le bâtiment nécessite d'être étendu, comme dans le cas du Palais de l'Eau, cela permet de faire entrer abondamment la lumière dans tout le pavillon. L'étude sur la toiture qu'il fait ici prend place dans une série de projets de pavillons d'exposition à toit concave et convexe, influencés par les voyages effectués dans sa jeunesse dans la région méditerranéenne et son intérêt pour la tente nomade. Le Corbusier a déterminé deux types de plans. Pour les conceptions éphémères qui pouvaient se déplacer d'un point à un autre, il a cherché à avoir des systèmes préfabriqués et réutilisables. La première version de la tente se retrouve dans le pavillon des Temps Nouveaux en 1937. Il va utiliser ce même principe, toujours en 1937, pour le pavillon Bata à Paris qui ne sera pas réalisé. Dans ce projet, le bâtiment est supporté par des poteaux en fer qui soutiennent un plafond vitré. En 1949, il va de nouveau utiliser ce principe dans son projet de la Porte Maillot à Paris pour l'exposition Synthèse des arts majeurs. La structure est utilisée comme une protection. Il imagine un toit en plaques d'acier plié qui n'est pas lié à ce qu'il y a dessous. Pour d'autres pavillons, comme celui de Zurich en 1961, il s'agit de projets fixes destinés à rester. Il va donc faire des charpentes plus élaborées, mais avec une approche structurelle semblable, où la toiture en parapluie-parasol est indépendante du reste du bâtiment. Dans le projet de Liège, aussi envisagé pour San Francisco, on retrouve ce principe de la structure qui agit comme une protection pour abriter l'espace d'exposition. Une note manuscrite de Le Corbusier précise qu'il avait projeté d'utiliser de la tôle soudée pour les pylônes et la toiture. Finalement, Le Corbusier sera complètement mis à l'écart de l'exposition de l'eau, suite à la création d'une commission consultative sous la direction de Henri van de Velde.